Bonjour et bienvenue dans cet atelier lecture virale numéro 12 avec la lecture de la fin des enfants de Napoléon. Chapitre 8. Le passage du Grand Saint-Bernard. Je connais ce tatouage, affirma De Villa. Plusieurs de mes soldats le portaient à Naples. Cet homme est un ancien du régiment où j'ai servi. Sur l'épaule droite du mort, ramené à la morgue de l'hospice par les hussards, chacun pouvait voir le dessin d'un Saint-Georges terrassant le dragon, épisode figurant sur les armoiries du royaume de Naples. Et vous ne le connaissez pas. Le lieutenant se concentra un instant sur le visage du mort. Des traits ordinaires, passe-partout, aucun signe particulier hormis le tatouage. Non, je suis désolé, nous étions nombreux à servir ce royaume dans les régiments suisses ou valaisans. Picard replaça le drap sur le cadavre. Ainsi, lieutenant, vous serviez loyalement un roi ennemi de notre révolution, qui plus est un Bourbon, cousin de Neufeu, notre roi de France, le traître guillotiné. De Villa se tourna vers lui, plantant un regard franc dans ses yeux avant de répondre sans détour. C'est exact. Je suis issu d'une famille patricienne du Haut-Valais, des aristocrates, diriez-vous, et comme mes ancêtres, le service mercenaire m'a mené à servir les rois d'Europe. Mais pour répondre à la question que la politesse vous empêche de me poser, j'ai loyalement pris le parti de la révolution valaisanne et j'admire sincèrement le général. Je donnerai ma vie pour lui. Oui, je vous ai vu le protéger lors des tirs, confirma Nicolas. Je peux en témoigner. Parfaitement, Picard, renchérit Napoléon qui venait d'arriver avec Patience et Ferdinand. Le lieutenant de Villa s'est offert comme cible à ces félons. Le colonel fit un signe de tête entendu au lieutenant et claqua les talons en se retournant vers son général. Les deux chanoines accompagnateurs, les enfants Nicolas, le père d'Arbolet, et les deux lieutenants étaient réunis autour du mort couché sur une table au centre de la morgue. Autour d'eux, les momies des personnes retrouvées congelées dans les avalanches s'alignaient, chacune encore vêtue du costume de son époque. Patience et Ferdinand avaient rejoint Napoléon et les chanoines pour assurer discrètement la fin du périple, du général jusqu'au col, pendant que Picard, les hussards et les deux lieutenants, appelés en renfort, avaient transporté discrètement le cadavre à la morgue avec l'ordre de ne rien révéler à quiconque, hormis au père d'Arbolet. À son arrivée, le chanoine les avait accueillis sans se douter de rien, jusqu'à ce qu'il fût mis dans la confidence. Il avait offert la traditionnelle collation de vin, fromage, pain et viande séchée à son illustre hôte qu'il avait englouti en quelques minutes, suivant sa désormais légendaire habitude. Ensuite, ils avaient rejoint les militaires à la morgue. Je sais que c'est un drôle d'endroit pour un conseil de guerre, dit le premier consul, tout en jouant avec les pièces de monnaie autrichiennes trouvées dans le gousset du tireur. Mais l'heure est grave et rien ne doit transpirer. Posant une main affectueuse sur l'épaule de chacun des enfants, il ajouta « Je vous dois une fière chandelle, jeunes gens. Je sais que je peux compter sur vous pour garder cet incident secret. Nos ennemis doivent nous croire confiants, déterminés. Traitons leurs vaines tentatives d'assassinat par le silence du mépris. Si la rumeur se répand que j'ai échappé de justesse à une tentative d'assassinat, nos ennemis vont l'utiliser pour affaiblir le moral de nos troupes déjà éprouvées par l'expédition. » Il balaya l'assemblée du regard dans la sinistre lueur des bougies qui éclairaient les rictus figés des momies. « Et vous, mes amis, puis-je compter sur chacun d'entre vous ?» Tous les participants acquiescèrent d'un mouvement de tête unanime. « Bien, je vous remercie. Nous allons repartir sans tarder pour Étrouble dans la vallée d'Ost, où nous passerons la nuit. Vous, Picard, et vous, lieutenant De Villa et Schmitt, je vous charge d'enquêter discrètement sur d'éventuels complices au sein du régiment valaisan et de me rejoindre au rapport ce soir. Je sais bien que les aristocrates contre-révolutionnaires ne me portent pas dans leur cœur. »
Schmitt a disparu, personne ne l'a plus revu depuis le départ du premier consul. Plus tard dans l'après-midi, De Villa était venu chercher les enfants occupés à nourrir les chiens. Il était fier que Napoléon les ait convoqués avec les officiers à Étrou pour le soir. Ensuite, il rentrerait à l'hospice avec Nicolas et les mulets où il retrouverait Joseph, déjà reparti avec un nouveau convoi. Ils attendaient que l'enquête soit achevée auprès des hommes du régiment, des ouvriers qui tiraient les pièces d'artillerie, des guides et des muletiers. Mais avec cette disparition, les choses semblaient prendre une nouvelle tournure. Les enfants suivirent De Villa vers les écuries de l'hospice. Le cheval de Schmitt y était attaché et broutait paisiblement une balle de foin. Il a peut-être été enlevé, hasarda Ferdinand. Aucune idée, c'est très inquiétant, répondit le lieutenant. Comment donc peut-on disparaître comme ça sur le col au milieu de toute cette agitation ? C'est sans doute cette agitation qui lui a permis de disparaître, ajouta Patience pensive. La jeune fille caressait l'encolure du cheval. Soudain, son regard se porta sur le drapeau valaisan accroché à sa selle. Le drapeau de l'ancienne République des 7-10 ans. Il a toujours été accroché là, ce drapeau, s'enquit-elle auprès de l'officier. Chapitre 9, le traître. Une marmotte siffla dans l'air, chargée de cette fin d'après-midi, au loin à l'ouest, en direction du Mont Blanc qui barrait la vallée. De gros nuages noirs moutonnaient, annonçant l'orage. Les regards de Ferdinand, Picard et Patience se tournèrent en direction du cri d'alerte. Lorsqu'une marmotte siffle, l'homme n'est pas loin. L'estafette dégaina sa longue vue et balaya la pente, tentant de la régler sur le relief. Le lieutenant de Villa avait vite fait le lien entre les pièces autrichiennes, le régiment suisse du roi de Naples et le vieux drapeau valaisan à 7 étoiles. C'est en l'accrochant visiblement que le lieutenant Schmitt avait dû signaler le groupe aux tireurs. Il se souvenait que 2 ans plus tôt, Schmitt déplorait que les terres de ses ancêtres aient été distribuées aux paysans par la Révolution valaisanne, les vieilles familles perdant leur bailliage dans le Bas-Valais. Sans compter que sa mère était une baronne autrichienne. Ensuite, il avait paru adhérer au nouveau régime helvétique en rejoignant le régiment pour servir les Français. Mais il cachait son jeu, préparant l'attentat avec l'aide de l'Autriche et de quelques fidèles de l'ancien régime valaisan. Et maintenant que le traquenard avait échoué, il allait se sacrifier pour la cause. Informés de la découverte du cheval, les hussards s'étaient mis en route en redescendant le col par le chemin, parmi les convois de mulets désormais encadrés par les Valdetans. Sans perdre de temps, suivant Horace qui avait longuement reniflé les affaires de Schmitt laissées dans les fontes de son cheval, les enfants, Picard et le lieutenant avaient pris un sentier secondaire très raide qui faisait office de raccourci. « Passe-la-moi !» Patience, qui avait attentivement scruté la montagne, arracha sans ménagement la longue vue des mains de son ami. « Tu t'appelles Mademoiselle Œil de Lynx maintenant ?» lança le garçon vexé. Picard soucieux le fit taire. « Ce n'est pas le moment de vous chamailler, les gosses. Laissez-la se Là !» le coupa la jeune fille. « Derrière ce rocher, je vois ses bottes. Il fallait remonter la course des marmottes. Il est trop loin, et le rocher le protège, » s'écria Ferdinand. « Un tir ne fera que l'alerter. » Il prit alors la décision qui s'imposait. Il sortit le drapeau et le fit renifler à son chien. « Horace, va chercher !» L'animal s'élança, semblant ignorer la pente. Il rejoignit le rocher en quelques bonds, puis fut hors de la vue de son maître. Un coup de feu déchira soudain la lourde atmosphère. Sans réfléchir, Ferdinand se précipita en direction de la détonation, au risque de se rompre les os. Il s'attendait au pire. Aussi fut-il soulagé lorsque le museau d'Horace apparut derrière le rocher. Lorsqu'il le rejoignit, le chien lui fit la fête. Prudent, le garçon rampa en contournant l'obstacle. Vite rejoint par ses amis, il leur désigna le fusil qui gisait sur un rocher plat. Ils s'approchèrent du vide. En contrebas, le corps désarticulé de Schmitt s'étala sur un pierrier.
Horace avait dû le déséquilibrer en surgissant dans son dos, alors qu'il s'apprêtait à faire feu. Patience leva légèrement les yeux et vit le convoi du premier consul. C'est alors que les premières balles ricochèrent sur la roche autour d'eux. « Morbleu, vous avez bien failli nous trouer la peau !» lança Picard à l'un de ses hussards. « Nous croyons protéger le général, mon colonel !» répondit le sergent Penaud. Le commandant des hussards lui donna une bourrade dans le dos. Il était attablé avec ses hommes de Villa et les enfants à l'auberge des Troubles devant un pichet de vin rouge. Picard avait dû s'exposer en faisant de grands gestes pour faire cesser les tirs nourris de ses hommes qui voyaient dans le groupe un parti ennemi attaquant Napoléon. Ils étaient maintenant tous réunis dans le village valdotin. Le premier consul s'était mis à l'abri chez le curé du village. Soudain, le général apparut dans l'embrasure de la porte en habit militaire. Le grand Saint-Bernard, enfin, franchis et le danger pour leur écarter, les apparences reprenaient leur droit. Il devait galvaniser ses hommes en apparaissant ouvertement comme le général en chef, l'homme qu'ils avaient suivi jusqu'en Égypte, le premier consul de la Révolution, le conquérant de l'Europe. Il vint se placer en bout de table, faisant signe aux présents de se rasseoir. Il était accompagné de son aide de camp qui l'avait attendu à Étroubles. « Mes amis, je n'ai pas de mots pour vous remercier de votre extraordinaire vigilance, dit-il en regardant les enfants. Si tous étaient aussi loyaux et dévoués à la Révolution, l'Europe serait bientôt libérée de ces rois et empereurs qui ont tenté de m'assassiner. Mais on n'arrête pas si facilement la marche de l'histoire. » Il fit une pause, saisissant 3 documents des mains de son aide de camp. « Patience, Ferdinand, Nicolas, je ne vais pas vous assommer avec un discours. Je le réserve pour le soir de ma victoire en Italie, dit-il, sans paraître fanfaronner le moins du monde. Car tout ce qui émanait de cet homme portait la marque du destin. Les présents pourraient en témoigner pour le reste de leur vie. Mais c'est tout ce qu'ils pourraient raconter. Voici des lettres de change à votre attention, ajouta-t-il en leur tendant à chacun un document, en guise de modeste remerciement pour vous et vos familles. Vous pourrez aisément les encaisser à Martigny auprès de l'intendance de l'armée. Quant aux soldats, ils ont fait leur devoir, et leur récompense sera la part de gloire qui, je l'espère, les attend en Italie. Ce dernier incident restera à jamais prisonnier de ces montagnes et ne passera pas à la postérité, ajouta-t-il. Ou, qui sait, dans 200 ans, sous la plume de quelques rêveurs, lorsque nous aurons tous disparu. Il se leva et avant de prendre congé devant l'assistance émue, il se tourna vers les enfants. Patience, Ferdinand, sachez que désormais, vous êtes un peu les enfants de Napoléon. Épilogue. Bourg-Saint-Pierre, 26 prairial de l'an 8, 16 juin 1800. Mon oncle, Catherine, les enfants, Napoléon vient de remporter une grande victoire à Marengo. Les Autrichiens et leurs alliés sont en déroute. Bientôt, toute l'Italie sera libérée des tyrans. Nicolas, de retour d'Aoste, venait de faire irruption dans l'auberge où la famille partageait un repas avec un hôte. Ferdinand, bien que libéré du service, portait toujours son uniforme. Avec son père, il continuait à acheminer du matériel pour ravitailler les Français. Picard venait justement d'arriver pour superviser les opérations. Patience aidait sa mère dans la nouvelle auberge qu'elle et Joseph avaient acquise avec l'argent de Napoléon, nommée le Cheval Blanc, en l'honneur du général. Car ils étaient enfin décidés à se marier. La noce aurait lieu à la Saint-Jean et les préparatifs allaient bon train. Quant à Nicolas, il s'était fait construire une maison en pierre et allait aussi se marier avec sa fiancée. « Viens t'asseoir avec nous, mon neveu », lui proposa Joseph. Tu connais le capitaine Dodel, le nouveau chef des transporteurs de matériel pour l'armée de réserve, qui achève sa mission, ajouta-t-il en désignant un militaire en uniforme du régiment valaisan. Nicolas croisa les regards des enfants en serrant la main du militaire. Tous trois savaient que rien ne devait jamais transpirer des événements secrets du Grand Saint-Bernard et ils faisaient toujours attention, quitte à s'interrompre sans ménagement s'il le fallait, au cas où les paroles de l'un dépasseraient le récit officiel de leur rencontre avec le grand homme. J'apporte pour ma part d'autres nouvelles plutôt rassurantes, enchaîna le nouveau venu. Plusieurs officiers des grandes familles valaisannes ont été arrêtés par les Français.
La nouvelle fit son petit effet, les enfants se congratulant avant de se reprendre pour ne rien laisser transparaître. C'est sans doute lié à la révolte contre-révolutionnaire que le général avait matée l'année précédente, ajouta Daudet. Les enfants échangèrent un sourire complice avec Picard. « À la victoire !» lança le hussard en levant son verre. « Ce qu'il a fait digne de Charlemagne et de César !» commenta Ferdinand. « N'a-t-il pas d'ailleurs l'allure d'un empereur ?» conclut Patience. Et voilà, je vous souhaite un bon long week-end de l'Ascension.